Des bombes, des ruines, du sang et des larmes. Le XXe siècle n'a pas été tendre avec les populations civiles du continent européen. À plusieurs reprises, les conflits ont jeté des familles entières sur les routes de l'exil. C'était le cas hier, ça l'est encore aujourd'hui. Des colonnes de réfugiés qui se forment aux frontières, des jeunes filles qui tricotent pour soulager la misère. Sur un site internet, l'historien Alexandre Elsig a patiemment rassemblé des cartes postales datant de la Première Guerre mondiale. Toutes témoignent de l'accueil que les Suisses réservaient aux réfugiés de l'époque, des milliers de Belges chassés par les Allemands. C'est vrai qu'il y a eu tout un élan charitable de la part de la population suisse pour les réfugiés belges, tout spécialement. Il y a de nombreux comités de secours qui se créent, des dons qui sont envoyés et aussi des réfugiés qui sont accueillis en Suisse. Donc l'accueil est très chaleureux. Et ce qui est intéressant avec cette action charitable, c'est qu'elle nous dit aussi quelque chose du contexte politique de l'époque. Parce qu'en Suisse romande, le fait de se déclarer pour la Belgique, c'était aussi la possibilité de se dire contre l'Allemagne finalement, parce que l'Allemagne avait violé la neutralité de la Belgique en août 1914. Et on est dans une époque où il y a une censure politique qui est assez forte, donc l'action charitable, ça pouvait être un levier de contournement peut-être de cette censure. La Grande Guerre ne sera pas le dernier conflit global. Le monde ne jouira que de 2 décennies de répit avant de connaître un nouvel embrasement planétaire. Encore une fois, la Suisse connaîtra un afflux de réfugiés. Cette fois-ci, l'accueil sera plutôt contrasté. Par rapport à la Première Guerre mondiale, il y a à la fois des ressemblances mais des différences assez nettes. Les ressemblances, c'est la francophilie qu'on retrouve en particulier face à l'afflux des armées françaises en déroute. Mais il y a aussi des différences parce qu'il n'y a pas que des militaires qui se pressent aux frontières, il y a des populations civiles qui sont poursuivies, qui sont persécutées. Alors les Juifs en particulier, qui seront refoulés en très large majorité aux frontières de la Suisse par une politique officielle très restrictive. Des républicains espagnols également, qui font partie de la première vague de réfugiés et qui sont jugés indésirables dans un contexte anticommuniste. Donc on voit qu'il y a des zones d'ombre aussi durant cette Seconde Guerre mondiale. La politique face aux Juifs, elle est très restrictive au niveau officiel, mais des populations frontalières qui sont directement en contact avec ces gens qui arrivent vont se montrer par contre plus accueillantes, comme les recherches menées dans le Jura ont pu le montrer. À Boux, à la frontière austro-suisse, arrivent déjà les premiers trains de réfugiés hongrois venus trouver asile en Suisse. 10 ans plus tard, les réfugiés proviendront de l'Est. 200 000 Hongrois fuyant devant les Soviétiques. Les historiens fribourgeois ont pu montrer qu'à cette occasion, les Suisses se montreront très solidaires. C'était un accueil effectivement incroyable. Je crois qu'aujourd'hui, on a de la peine à s'imaginer cet accueil des réfugiés qui étaient attendus comme des combattants de la liberté, comme des victimes, des héros aussi. Donc, et c'est un accueil qu'on a vraiment aujourd'hui qui laisse à réfléchir. Mais est-ce qu'il y avait une unanimité dans l'opinion publique suisse pour accueillir quand même presque 14 000 réfugiés en quelques mois? C'est énorme, non? Alors il y avait vraiment un choc, dans la population face à la répression de l'insurrection par les tanks soviétiques. Donc oui, il y avait une compassion et presque un consensus. Donc voilà. En fait, si je résume, finalement, en tant que réfugié, la situation était quand même meilleure avant, dans les années 50 qu'aujourd'hui. C'était pas mieux avant, c'était différent, c'était un contexte différent. Je pense que c'était pas facile non plus pour ces réfugiés-là. En étudiant ces événements dramatiques, les historiens de l'Université de Fribourg mettent en perspective la crise migratoire actuelle. La réalité des migrants, du problème de la crise des migrants aujourd'hui, tout le monde l'aperçoit. On lit dans les journaux, on écoute beaucoup d'émissions, on a des tas d'images qui nous bombardent de cette réalité dramatique. L'historien, lui, il peut prendre du recul. Il essaye de comprendre les choses plus globalement, et notamment à travers des documents, à travers aussi la compréhension des principaux acteurs, les réfugiés eux-mêmes, les politiciens
qui doivent gérer ce type de crise, les populations qui sont affrontées à ces réalités et qui réagissent plutôt avec leurs tripes, leurs sentiments, leurs émotions. Mais attention, il serait faux de croire que les historiens ne s'intéressent qu'aux conflits et aux migrants. Les archives des entreprises constituent aussi un champ d'investigation privilégié. Nous sommes dans les archives d'une grande marque horlogère suisse. Et puis dans les archives d'une telle entreprise, on peut trouver beaucoup de choses sur la vie de la région, sur l'évolution des techniques, sur l'évolution du produit. Mais moi, ma perspective, c'est plus en histoire sociale, de voir en particulier comment s'organisent les rapports entre hommes et femmes au sein d'une entreprise et ce que ça nous dit des relations entre hommes et femmes dans la société en général. Et en examinant cet album de photographies vieux de plus de 100 ans, Stéphanie Lachat peut déjà nous apporter quelques éléments de réponse. On voit sur cette image un atelier composé uniquement de femmes, à l'exception du contremaître. Et donc on y lit très facilement la division sexuée du travail, avec la ségrégation verticale, c'est-à-dire le contremaître est un homme, les petites mains sont féminines, et la ségrégation horizontale, puisqu'on a cet atelier de femmes qui traite d'une partie de la montre, et on aura à côté d'autres ateliers composés d'hommes qui vont traiter d'autres parties de la montre. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Autre temps, autre mœurs. Et pourtant, notre société partage encore beaucoup de points communs avec celle de la fin du XIXe siècle. J'en suis intimement persuadée parce qu'on voit, et c'est fascinant, qu'à la fin du XIXe siècle, les mêmes questions d'articulation famille-emploi se posent. On parle d'accueil parascolaire, du manque de place en crèche, etc. On a l'impression d'être dans une actualité très contemporaine, mais on remarque que ces questions en fait ont une profondeur historique importante. Et de connaître cette profondeur historique, ça peut amener une lecture différente de ce qui se passe aujourd'hui. Par leurs recherches, les historiens fribourgeois nous aident à porter un regard original sur notre société. Et cela d'autant plus qu'ils partagent volontiers le résultat de leurs investigations. Un exemple, le débat public organisé à Fribourg en 2012, une année après la fermeture de la mythique brasserie Cardinal. Florène et moi avons travaillé sur la presse romande pour Florène et la presse fribourgeoise dans mon travail. À la suite d'une réflexion commune, nous allons vous parler de la représentation de Cardinal 1996-1998 à travers la presse. Une évocation d'un passé récent qui touche profondément les témoins de l'époque, car l'histoire se décline aussi au présent. C'est un souvenir que ce soir, je me suis dit, la plaie qu'on avait, elle se referme, et puis ce soir, on l'ouvre de nouveau un peu, quoi. Donc, elle ne s'est pas cicatrisée totalement. Mais en attendant, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent. Des jeunes qui s'intéressent à une histoire vivante, qui influence notre société, notre mentalité, et qui marque de son empreinte nos paysages. Mais pour le comprendre, encore faut-il savoir prendre de la hauteur. Les historiens fribourgeois y contribuent.